Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine de prédilection Synopsis. C'est magazine de la rédaction de Canal Congo Télévision qui reçoit ces jours dans son numéro Norbert Yamba Yamba Choukou. Il est un panafricaniste, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, chercheur et puis acteur politique. Avec lui, nous allons donc analyser la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo avec en toile de fond la signature de la déclaration de principe. Nous allons au cours de cette émission exposer le problème mais également connaître les origines de la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais également envisager des perspectives à venir pour décanter la crise. Norbert Yamba Yamba, vous êtes le bienvenu sur Synopsis. Merci pour l'invitation, M. Kabeya. Je suis très heureux parce que j'ai passé des moments où je ne passais plus ici. Et donc, l'actualité l'exige. Je suis obligé. Très bien. De passer ici, donner mon point de vue par rapport à la situation de l'Est qui inquiète les Congolais. Les Congolaises et les Congolais. La situation de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous êtes panafricaniste, afrocentriste. Que faudra-t-il faire pour mettre fin à ces cycles infernal de la violence dans cette partie du pays? Kabeya, il n'y a pas de recette unique. Vous savez, Kabeya, lorsque on s'engage dans une direction pour rechercher solution à une situation, si on tente plusieurs fois les solutions et que la situation continue, c'est que très clairement, on n'est pas encore arrivé véritablement à une vraie solution de la situation. Oui. Donc, parce que la question reste toujours d'actualité. Donc, il faut chercher véritablement des solutions. Alors, des solutions innovantes, des solutions qui dépasse ce qui a été fait avant. Et généralement, on a toujours pensé que la crise au Congo, c'est une crise endogène, une crise interne. Et les politiciens associent cette crise essentiellement à une question des douleurs d'enfantement liées à la démocratie. Peut-être que les politiciens ne s'entendent pas et pensent que, bon, si aujourd'hui on se retrouve ensemble, on discute, on trouve un compromis, et donc la solution va être là et la paix va revenir au pays. Et on a tenté, vous vous rappelez, depuis des années 60, 70, 80, et récemment, déjà après le génocide rwandais en 1994, on a connu ce qu'on a appelé l'accord de Lusaka, on a connu l'accord de Saint City, on a connu l'accord du 23 mars 2009, etc. Et voilà, on a un cycle, n'est-ce pas, de conflits qui arrivent et qui suivent les conflits, la même filière, la même situation, les mêmes causes, produisant les mêmes effets. Oui. Il n'y a pas longtemps, en 2021, au moment où on a cru qu'un 23 était déjà, n'est-ce pas, complètement neutralisé, et voilà, le M23 reprend son bâton de pèlerin en 2021. C'est que très clairement, les solutions qu'on envisage, ce sont des solutions artificielles, des solutions d'Autriche. Il faut aller un peu plus loin. Mais qu'est-ce qui se passe véritablement à l'Est? Kabeya, il se passe un problème. Déjà, en 1885, Kabeya, lors de la conférence de Berlin, 14 puissances occidentales se sont réunis pour partager l'Afrique. L'Afrique, en fait. Et en février 1885, parce que c'est parti de novembre 84, en février 85, 1800, voulais-je dire, le Congo, Kinshasa, était reconnu comme étant un État indépendant du Congo, dont la gestion a été confiée
n'est-ce pas, au roi Belges. Léopold II. Lorsqu'il y a eu des discussions à Berlin, Kabea, on n'a pas fait attention ni au Rwanda, ni au Burundi. Ce sont des royaumes qui fonctionnaient et qui étaient considérés comme des parties de la République démocratique du Congo. Seul le Rwanda avait la moitié de son terroir dans ce territoire à l'intérieur du Congo. Donc, le Congo était une masterdot. Un pays, un grand pays qui renfermait même le Rwanda, le Burundi et une partie de l'Ouganda. Et vous savez, Kabea, lorsqu'on a terminé la conférence de Berlin, la responsabilité confiée au roi Léopold II, et donc l'Allemagne, avec Bismarck qui ont piloté la conférence, s'est finalement rendu compte qu'il n'avait pas une représentation, il n'avait pas de colonie en Afrique centrale. Oui. À l'époque, lorsque les explorateurs étaient venus, ils ont trouvé que le Rwanda, à l'époque, fonctionnait comme un royaume. Mutantis pour le Burundi. Oui. Et c'est comme ça que le roi, le chancelier allemand, a discuté avec le roi Léopold III, qui était censé être, j'allais dire, le propriétaire, entre guillemets, de l'État indépendant du Congo. Dans les discussions, le roi Bismarck, qui était le chancelier allemand, voulait avoir, n'est-ce pas, quand même une portion en Afrique centrale. Et c'est comme ça qu'ils se sont souvenus que voilà, le Rwanda, comme le Burundi, ce sont des entités qui étaient à l'intérieur du Congo-Kinshasa, mais qui visiblement avaient construit une certaine autonomie à travers les royaumes. Raison pour laquelle les discussions ont eu lieu. Le roi Léopold II et le chancelier allemand, jusqu'en 1910, 20 ans, 15 ans après, la question du Rwanda n'avait pas fait l'objet de discussions. Et le Rwanda fonctionnait comme une partie intégrante du Congo. C'est comme ça qu'en 1911, le roi Léopold II avait décidé de céder le Rwanda et le Burundi à l'Allemagne. C'était sous pression? Non, c'était des négociations. Oui. Et comme la partie, le roi Léopold II avait trouvé quand même utile de céder, et vous savez, Bismarck était tout puissant. Et n'oubliez pas que le roi Léopold II était d'origine allemande, etc. Et donc, on a cédé le Rwanda et le Burundi. Et depuis 1911, les deux pays deviennent des colonies allemandes. Et ils ont également discuté sur le fait que le Congo était trop grand. La province de Tchangungu, donc à la frontière de Bukavu, oui, c'était une province qui appartenait au Congo. Et ils ont également résolu de donner la province de Tchangungu au Rwanda. C'est comme ça qu'à des moments, on dit non, il y a des habitants de Kivu, certains sont des Rwandais. Ah non. La discussion qui a eu lieu à l'époque a permis à ce que les Tchangungu soient donnés au Rwanda, parce que c'est à la frontière de Bukavu. Et on a demandé aux populations de faire le choix. Il y en a ceux qui sont restés à Tchangungu, il y en a ceux qui ont accepté de revenir au Congo, justement pour être des Congolais. Oui. Une autre partie est au niveau de Goma, le Nord Kivu, qu'on appelle Kizenyi. Kizenyi était congolaise, la ville. Kizenyi. Et on a dit non, avec les discussions entre le roi et les chanceliers allemands, on a cédé Kizenyi au Rwanda, qui devenait finalement la colonie allemande. Donc, depuis cette date-là, le Rwanda a récupéré Kizenyi, le Rwanda a récupéré Tchangungu. Du côté de Rutshuru, on a fait une sorte de délimitation. Le Congo a aussi profité une partie de Rutshuru qui appartenait au Rwanda à l'époque.
C'est très important. Oui. Alors maintenant, lorsqu'on faisait cette délimitation Kabea, on n'a pas tenu compte qu'il y avait des tribus qui étaient en confrontation de temps en temps. Et là, je vais parler des Hutus et des Tutsis. Or, une partie des Tutsis au Congo, une partie des Tutsis de Hutus au Congo, une autre partie de Tutsis au Rwanda, une partie de Hutus au Rwanda. Donc, lorsqu'on a fait la délimitation pour séparer ces pays, on a séparé également les tribus. Et or, ces pays, ces tribus-là ne s'entendent pas. C'est que très clairement, ça devient une crise en incubation. Et ils sont à la frontière, elles ne s'entendent pas, et ils sont de part et d'autre. Elles sont de part et d'autre. Raison pour laquelle aujourd'hui, on est en train de vivre la crise entre les Hutus et les Tutsis, se pose au Rwanda comme au Burundi. Parce que la délimitation coloniale n'a pas tenu compte, n'est-ce pas, des éléments culturels entre les deux tribus. On a coupé des tribus. Mais Norbert Bayamba, au fur et à mesure que ces tribus et les clans prennent numériquement de l'importance, on a vu que, comme vous l'avez dit, que le phénomène de la division s'est amplifié. Mais on a pu dire que les climats, l'immensité de l'espace habitable sont aujourd'hui à l'origine de l'émiettement de la société congolaise. Mais au contraire, ce sont, tel que vous l'avez dit, les tribus et les climats. Mais malgré ces efforts fournis pour céder une partie, telle que vous l'avez dit, Gisenyi au Rwanda, nous avons récupéré une partie des Rutshuru. Pourquoi la paix n'est pas toujours au rendez-vous? Alors, si je suis revenu sur l'histoire coloniale de partage de l'Afrique, oui, c'est pour vous dire qu'en fait, tout ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui a une référence historique par rapport à la problématique. Oui. Mais ce n'est pas le déclencheur. Le déclencheur, aujourd'hui, c'est la question fondamentalement économique. Parce que lorsqu'on fait la délimitation de frontières, certainement qu'il y a des conflits ethniques entre les Tutsis et les Hutus, qui se retrouvent aussi au Congo, au Burundi, au Rwanda. Les deux tribus. Et alors maintenant, lorsque le Belge, attention, déjà en 1919, oui, en 1914, après la cession, n'est-ce pas, du Rwanda, du Burundi à l'Allemagne, l'Allemagne a déclenché la guerre, la première guerre mondiale en 1914, et la guerre s'est terminée en 1918, et avec la défaite de l'Allemagne. Et c'est comme ça qu'en 1919, le Burundi et le Rwanda étaient sous le mandat de la Société des Nations, SDN. Oui. Et la Société des Nations a confié les deux pays à la Belgique. Voilà, à la Belgique. Voilà le début d'amplification de la situation. La Belgique aussi connaît un problème chez eux, où les Flamands ne s'entendent pas avec les Wallons. Et vous savez qu'au Rwanda, il y a des Tutsis qui sont à 4%, et vous avez les Hutus 84%, non, les Tutsis 84%, oui, les Tutsis, je crois 14 ou 15%, et les Tois, c'est 1%. Et donc, la Belgique entre dans la danse, et à l'époque, il y avait un roi, un empereur du Rwanda, et c'était un Tutsi, oui, la dynastie Tutsi. Or, la plupart des prêtres et des agents de la colonisation qui sont arrivés au Rwanda, au Burundi, étaient des Flamands. Et ils voyaient que les Hutus étaient majoritaires, et ils ont commencé à infuser un comportement dans le chef des Hutus parce qu'ils étaient plus majoritaires que les Tutsis. Oui. On parle de moins en moins de cette histoire. Et donc, on a venimé la situation déjà précaire. Et donc, c'est là toujours une crise en incubation. Jusqu'en 1937, lorsque les Belges ont organisé des plantations dans les Grands Kivu,
ils ont fait une sorte de transplantation, n'est-ce pas, des Rwandais vers le Kivu pour s'occuper des plantations. En 1937, ils étaient comme des réfugiés rwandais, n'est-ce pas, au Congo-Kinshasa. Et ces gens qui sont arrivés ont fait des enfants, ils sont restés pendant longtemps, ils ont même oublié qu'ils étaient des Rwandais. Oui. En 1959, il s'est créé une révolution sociale au Rwanda. Et comme vous savez que c'était la dynastie Tutsi qui était au pouvoir, et que les Belges, pour la plupart des Flamands, ont attisé véritablement cette division ethnique, et les Hutus, à travers les écoles, les séminaires, compagnie, etc., ont fait une révolution où ils se sont attaqués aux Tutsis et détruire la dynastie. Et c'est en 1959 que les Tutsis ont fui le Rwanda. Certains sont venus encore au Congo-Kinshasa, une autre partie en Tanzanie, une autre partie en Ouganda, et voilà. Alors maintenant qu'ils sont allés, et la filière de Kagame, c'est en 1959. Mais qu'est-ce qui a fait que les Tutsis puissent se disséminer, ça et là, à travers ils étaient pourchassés, il y avait 100 000 morts à l'époque. Il y avait 336 000 réfugiés. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas cultiver les vivre ensemble, en fait? Ben écoute, c'est ce qu'on est en train de chercher. C'est ce qu'on est en train véritablement de chercher pour l'instant, parce que s'il n'y a pas de vivre ensemble, ben écoute, la guerre va toujours continuer. Et j'étais simplement en train de restituer l'histoire pour que vous compreniez que la problématique dans la région des Grands Lacs, c'est une problématique fondamentalement historique. Et les Tutsis sont partis, les Kagame, il avait 2 ans quand il a quitté c'est pas le Rwanda pour l'Ouganda. Mais croyez-moi, en 1984, il y a eu la mort de 2 présidents Hutus, celui du Burundi et celui du Rwanda, Habyarimana. Et donc, les Hutus, au travers les ex-FAR, les ex-forces armées rwandaises, et les Interamouins qui représentent la milice Hutu, se sont attaqués à la fois aux Tutsis et aux Hutus modérés. Parce qu'à l'époque, quand il y a eu accident d'avion, assassinat du président, celui qui était Premier ministre, c'était une dame qui était Hutu, modérée, qui croyait que la cohabitation, le vivre ensemble serait une très bonne chose. Et ça a provoqué un problème, parce qu'en réalité, vous voyez qu'il y avait des Tutsis déjà au Congo-Kinshasa, en 1937, en 1959, en 1994, ce sont les Hutus qui quittent cette fois-ci le Rwanda vers le Congo-Kinshasa, vers la Tanzanie, vers également l'Ouganda et le Burundi. Et il se crée des colonies, mais des tribus toujours diamétralement opposées. Oui. Et cela constitue véritablement une incubation, cher Kabeya, qui va afflammer la situation. Et donc les puissances d'argent, ce qu'on appelle généralement les puissances occidentales, profitent de cet état de choses pour de temps en temps envenimer la situation déjà précaire. Qu'est-ce qui déclenche aujourd'hui la guerre? La guerre part de génocide rwandais en 1994, pour la plupart des Tutsis, l'opération turquoise, 800 000 personnes. Oui. L'opération turquoise, ce sont des gens qui viennent pour leurs intérêts, ça c'est évident. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, Kabeya, c'est que à l'est de notre pays, on a découvert le lithium. On a découvert le cobalt. On a découvert également le coltan. 80% des réserves du monde. Ces minéraux deviennent des minéraux stratégiques. Oui. En retour même, on a découvert le nobium. Le nobium, c'est le minerai qui entre dans la stabilisation des fusées. Et les gens en ont besoin, parce que le Congo renferme pratiquement plus de 70% de ce qui représente les réserves. Et donc, avec la transition énergétique, oui. Écoutez, les puissances d'argent ont besoin véritablement d'exploiter tous ces minéraux stratégiques. Plus grave encore, on a découvert des terres rares.
17 espèces. C'est que très clairement, ces terrains deviennent un terrain de prédilection pour les puissances de pouvoir chercher les minéraux. Est-ce que ça ne pouvait pas se faire en bon escient alors, je vous explique. Oui. Je vous explique. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nos voisins, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, on a 9 voisins, plus 2 frontières liquides, etc. Mais ils sont plus voisins que nous. Et c'est là où se trouvent les minéraux stratégiques. Et aussi, ils n'ont pas suffisamment de moyens. Pour vivre, ils doivent justement jouer le rôle de sous-traitants. Parce que tous ces puissants d'argent, notamment les Américains, ont besoin de ces minéraux. C'est comme ça que dans la région, vous avez des entreprises, n'est-ce pas, qui sont très opérationnelles, ce sont des entreprises américaines, canadiennes, compagnies occidentales. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et je note une parenthèse qu'aujourd'hui, parmi les sources d'enrichissement ou les sources de richesse, il y en a 3. Il y a d'une part, j'allais dire, l'éducation, il y a le travail, il y a la violence. Donc, la guerre est devenue l'industrie la plus rentable pour générer des richesses. Et c'est comme ça qu'un pays comme les États-Unis investit plus de 750 milliards de dollars, justement, pour contrôler le monde, faire la guerre. Et sur les 244 ans d'indépendance, les Américains ont fait 241 ans de guerre. Et ils sont restés puissants. Puissants militairement. Excusez. Oui. Plus puissants militairement, plus puissants économiquement, plus puissants culturellement. C'est que la guerre devient quelque chose apprivoisé, quelque chose souhaité par de puissance. Parce que elle ramène plus de richesses que si on faisait des relations diplomatiques normales. Il y aura un interlocuteur, et si cet interlocuteur peut poser des conditionnalités, donc on aura moins que si on faisait la guerre, et la guerre se fait à travers les groupes armés. C'est comme ça que vous avez 224 à 266 groupes armés, parce que ces groupes armés, c'est une jeunesse déguisée qui n'en trouve pas grand-chose et qui sont pas dans les carrières minières et qui, visiblement, sont manipulés par non seulement nos hommes politiques à l'interne, mais également nos voisins, parce qu'ils trouvent ça comme un travail. Et ils vendent de manière artisanale à moins cher. Et les entreprises américaines viennent acheter le diamant artisanal. J'insiste, Kabeya, et tu me donnes justement un petit temps pour dire que les sociétés congolaises qui sont dans l'est de notre pays, comme Sakima, Sokimo, produisent moins de minéraux que ce qui est produit par les artisanaux. Les artisanaux, c'est très important. Et donc, le terrain devient très fertile, où même des graines pour y germer bien. Et donc, la guerre qui était autrefois ethnique devient une guerre fondamentalement économique. Oui. Alors maintenant, les Rwandais vivent à proportion de 60% de leur budget, ça vient du Congo. Tous ces groupes armés, tous ces jeunes gens qui n'ont pas avancé avec les études, ou même ceux qui ont avancé mais qui ne trouvent pas du travail, sont devenus des éléments favorables à l'émergence de à la rentabilisation de cette guerre. Et vous avez des politiciens vérés qui sont dans un écosystème politique intrinsèque, qui vivent véritablement en ayant aussi leurs propres milices. C'est comme ça que vous voyez à l'Est, l'ancien président de l'Assemblée le disait, quitter les groupes armés. Il y a beaucoup de politiciens également qui ont des groupes armés. Et ça devient un lieu où les gens tirent des minéraux, ils sont capables de les vendre et ils vivent de ça, ils sont dans une euphorie de justice. Norbert Yamba, vous avez exposé l'origine de la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, d'une manière spécifique d'ailleurs. Mais à ce niveau, la République démocratique du Congo, qui n'a pas réussi militairement à répondre l'une de ces villes, Goma, Bukavu, toujours à cause de cette guerre dont vous faites allusion. Mais si la situation est restée figée, vous ne voyez pas que l'occupation
rwandaise dans ces deux villes aurait perduré et que cela ne permet pas à la République démocratique du Congo de renverser la tendance. Voilà pourquoi ils ont opté pour la voie diplomatique qui du reste a réussi à travers la signature de la déclaration des principes. Merci Kaboya. Kaboya, vous savez, j'ai pris beaucoup de temps pour restituer l'histoire. Oui. J'ai pris beaucoup de temps pour rechercher de vraies causes. Parce qu'il y a des causes structurelles, il y a des causes profondes, il y a des causes immédiates, il y a des causes immédiates, etc. Oui. Et on a toujours soigné, n'est-ce pas, des causes qui sont essentiellement des causes pas significatives. Mais on oublie souvent les causes structurelles. Certainement que, bon, la gestion, ce qu'on appelle l'intelligence institutionnelle ou la gouvernance dans notre pays pose aussi des problèmes au niveau des frontières parce qu'il y a la perméabilité, compagnie, etc. Donc c'est un terrain fertile où même les gens entrent, sortent, etc. Sans beaucoup de difficultés. Oui. Alors maintenant, on a compris qu'il y a une évolution, il y a une mutation dans la manière de faire les choses. Et qu'on focalise la vraie cause autour de l'exploitation des minéraux stratégiques. Et là, on quitte une guerre ethnique vers une guerre, une convergence d'intérêts. Oui. La convergence d'intérêts suppose qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent en ligne de compte. Vous avez les puissances d'argent au travers les multinationales qui ont besoin d'utiliser ces minéraux qui se trouvent être localisés au nord Kivu, au sud Kivu, au Maniema et à l'Ituri. Oui. Et vous avez les pays de la sous-région qui sont nos voisins. On peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Rares sont des pays qui changent d'adresse. Et ces pays-là veulent vivre, n'est-ce pas, des noms mamelles. C'est le Rwanda. Et c'est comme ça que ces pays prennent le temps pour jouer le rôle des gendarmes, de mercenaires, de tous ceux qui viennent exploiter véritablement, n'est-ce pas, notre pays. Et vous avez à l'interne des politiques, et vous avez des groupes armés, hein, parce que chaque communauté souhaiterait véritablement se défendre. Et on crée des milices, on crée, n'est-ce pas, des groupes armés, compagnie, etc., qui pilulent. Alors maintenant, pourquoi il y a création de groupes armés? Parce que ces gens-là sont recrutés au sein d'une jeunesse désœuvrée qui ne trouve rien et qui pense que l'exploitation du diamant de minéraux de façon artisanale peut les aider justement à tenir le coup. Il faut prendre les armes. Ils vendent au Rwanda et les multinationales viennent acheter au Rwanda et le Rwanda gagne ce qu'on appelle le frein de transit. Voilà la théose. Alors maintenant, lorsque nous, on vient chercher des solutions dans notre pays, on regarde simplement les problèmes politiques. Vous allez suivre les hommes politiques, pour la plupart de l'opposition, vous allez suivre la société civile, on dit non, il faut une cohésion. Certainement, on a signé à Lusaka, on a signé à Saint-City, on a signé le 23 mars et compagnie, etc. On a recherché quoi? Il y a eu des gouvernements d'union nationale. Mais ça ne nous a pas donné solution. Parce qu'on a oublié quelle était la cause profonde. Et la cause profonde, elle est fondamentalement économique. Et donc, si la cause est économique et que ça demande la participation de plusieurs acteurs, internes comme externes, eh bien, il faut chercher une solution par rapport à ça. Et la plupart, et moi d'ailleurs, j'ai écrit un livre par rapport à ça, et je me dis que tant qu'on n'aura pas trouvé une solution économique au travers de la création des entreprises dans la région des Grands Lacs, vous savez qu'à un moment donné, Mobutu, pour être calme, qu'est-ce qu'il avait fait? On a mis en place ce qu'on appelait la société pour le partage de l'électricité à Ruzizi. Oui. Cette société-là a permis véritablement de cimenter les relations entre les différents pays. Mais aujourd'hui, là, c'était entre Kinshasa et les pays voisins. Mais aujourd'hui, nous avons à l'externe, sur le plan international, des multinationales qui sont soutenues par leurs pays respectifs et qui exploitent chez nous. Et donc, la meilleure façon, c'est quoi? C'est justement de faire des appels d'offres pour qu'on puisse justement mettre en place des entreprises
non seulement un organisme qui va régenter la région des Grands Lacs, mais également des entreprises où on va vendre des parts à ces entreprises multinationales de venir acheter leurs parts, les Rwandais achètent leurs parts, nous sommes propriétaires, nous avons notre part, et on se répartit, on se répartit, c'est pas le pourcentage, et à la fin de chaque exercice, on se répartit les dividendes, parce que juste la preuve du contraire, nous n'avons pas, n'est-ce pas, des moyens pour véritablement transformer tous ces minéraux-là et les rendre plus utiles. Et la place de l'accord de principe signé. Et voilà, donc dans cette recherche d'accord, dans cette recherche de la paix, le chef de l'État a mis en place un package de solutions. Solutions militaires, on a tenté, c'est comme ça qu'à un moment donné, on voulait en découdre avec les groupes armés, le Rwanda et ses bras séquiliers du M23, etc., par une force militaire. Oui. Bon, on n'a pas lâché prise, ça c'est évident, parce que le Nord Kivu n'est pas occupé en totalité, etc. Beni est encore entre les mains du gouvernement. J'entendais hier, il y a Walikale aussi, c'est pas entièrement occupé, compagnie, etc. Et donc, cette approche militaire, avec une armée régulière, doublée d'une armée non étatique, qui aujourd'hui est intégrée dans l'armée, parce que comme sous forme de Wazaleno, c'est des forces de réserve et compagnie, etc. On continue cette approche. Mais il faut regarder, il faut également ajouter la diplomatie. Oui. Raison pour laquelle le président a pensé qu'il fallait être tout le temps avec nos voisins pour discuter, pour savoir pourquoi ils nous font la guerre, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour construire des intersections, des intérêts communs, de manière à mettre en place une sorte de gouvernance inclusive pour que chacun trouve son compte. Et puis bon, il y a la question politique où il est tout le temps avec les hommes politiques à l'interne, et c'est ça justement, les hommes politiques disent, mais si on était dans une situation de cohésion, on pouvait faire un front commun face à des agresseurs externes. Bon, mais attention, vous pouvez faire un front, si on n'a pas résolu la question économique, donc on n'aura pas de solution. Raison pour laquelle le président est tout le temps en train d'aller vers les puissances d'argent, parce que ce sont ces puissances qui manipulent, qui robotisent, qui instrumentalisent. Et donc, au regard de cela, en se disant, nous n'avons pas la force pour faire la guerre à toutes ces puissances. Il faut rechercher qui est la plus influente et pour discuter avec elle. Et avec elle, on peut chercher une paix durable. Raison pour laquelle il y a un accord de principe qui se discute aujourd'hui, n'est-ce pas, à Washington, et qui fait l'objet d'enrichissement des différents partis concernés. Mais M. Yamba, dans cet accord de principe, qui sont donc les véritables perdants? Bon, écoutez, c'est vrai qu'il faut tout petit peu avoir peur avec les Américains, mais bon, aujourd'hui, même si le système ne change pas, mais quand même, on dirait que Donald Trump veut être politiquement incorrect. C'est-à-dire, il ne va pas dans la logique de politiquement correct qui signe toujours la décision de neutraliser, d'écraser, etc., pour brandir les intérêts. On peut avoir le bénéfice des doutes par rapport à ça, pour dire, avec lui, on peut, si jamais on discutait, on peut trouver un accord global avec les voisins. On peut trouver un accord global avec les voisins. Mais là aussi, ça nécessite naturellement qu'il y ait une réflexion très profonde à l'intérieur de la République pour savoir quels devront être, n'est-ce pas, le point stratégique pour que nous ne puissions pas être perdants. Mais Norbert Mbemba, avec la signature de cet accord sous Trump, faudra-t-il admettre aujourd'hui que la République démocratique du Congo est devenue une mine d'or à exploiter et une terre à dévaliser? Non, nous ne pouvons pas accepter que ce soit une terre à dévaliser. Si les agresseurs qui prennent nos minéraux
de la manière que vous connaissez, le prennent. Nous ne pouvons pas non plus chercher à quitter cette étape vers une autre étape irrégulière. On ne va pas aller d'irrégularité en irrégularité. Quelqu'un me disait que le poisson ne va pas être content de voir le pêcheur pour venir le sauver. Généralement, ces puissances sont pour la plupart utilisées justement pour nous affaiblir, nous dévaliser, nous piller. Ça, ils en ont fait profession. Mais il faut y mettre de l'intelligence institutionnelle, il faut construire une intelligence collective, il faut associer des experts de la région des Grands Lacs, des experts des relations internationales, pour que nous puissions, au regard de cet accord de principe, bénéficier d'une marge de manœuvre. Une marge de manœuvre de manière que nous ne puissions pas tout perdre. Si, comme j'ai entendu, bon, le Rwanda est dedans, nous avons toujours plaidé, et vous le savez, il faut un organisme qui régente la région des Grands Lacs. Cet organisme doit avoir comme des pays des Grands Lacs à l'interne, pour qu'il y ait pas, des instances de concertation où on peut dégonfler des tensions, où on peut trouver des solutions pacifiques par rapport au problème. Mais bien qu'une superpuissance, les États-Unis d'Amérique, reconnus aujourd'hui, ont opté pour une approche diplomatique, telle que le voulait d'ailleurs le président de la République, nuancée plutôt que coercitive, vers également, envers plutôt le Rwanda. Conséquence aujourd'hui, en signant la déclaration des principes, faudra-t-il admettre que Kigali reconnaît implicitement son agression contre la République démocratique? Ça va de soi. Tous les rapports des Nations Unies disent clairement l'implication du Rwanda dans la guerre de l'Est. Ça, c'est pas maintenant qu'on va faire cette démonstration. Mais à un moment donné, Norbert Yamba, le Rwanda a clamé haut et fort que les conflits est congolais. Oui, faudra-t-il admettre que cet accord de principe vient encore une fois de plus cacher la brèche qui consistait à donner un tel argument envers les pays occidentaux pour mettre fin à cette situation de l'insécurité? Non, les pays occidentaux connaissent et c'est eux qui manipulent, c'est eux qui robotisent, c'est eux qui annoncent justement la responsabilité, qui sont auteurs intellectuels pratiquement de cette. Mais l'argument a été battu en brèche quand même. Donc, moi je pense qu'on a fait un pas. Oui. Un pas de géant par rapport à la reconnaissance, parce qu'on ne va pas discuter avec le Rwanda s'il n'est pas impliqué. Et c'est comme ça que le chef de l'État disait à tout moment qu'il veut discuter directement avec les Rwandais. Et donc, je ressens cette évolution positive. Et je ressens que toute la communauté, non seulement nationale, africaine et internationale, consolide leurs convictions pour comprendre que la crise, c'est le Rwanda et Kinshasa et la RDC, mais piloté par des puissances d'argent. Mais tout au départ, vous avez parlé, hein, vous avez dressé d'ailleurs un bilan sombre de la situation historique, en fait, par rapport à nos frontières héritées d'ailleurs de la colonisation qui, du reste, a été violée à tout bout de champ. Mais faudra-t-il admettre aujourd'hui que le plus important aujourd'hui est que les frontières héritiers de 1885 resteront inviolés comme plus auparavant? Bon, mais il faut créer des relations qui cimentent, n'est-ce pas, cette paix. Oui. S'il n'y a pas des entreprises, parce qu'en réalité, ce sont des entreprises qui génèrent des richesses. Et nous avons des richesses potentielles, mais nous n'avons pas de richesses possibles. Et donc, il faut véritablement engager une direction pour arriver à avoir des technologies ou des industries qui transforment nos minéraux. Et pour transformer nos minéraux, nous avons besoin véritablement de technologies. Et ce sont les Occidentaux qui ont des technologies pour transformer de manière à créer une sorte de valeur, une chaîne de valeur ajoutée. Et c'est comme ça que nous proposons en disant, si nous pouvons avoir des entreprises, par exemple, qui travaillent dans le cadre
de cobalt. On avait déjà dit ici que c'est pas pour rien qu'on a créé des zones économiques spéciales, etc. L'idée, c'est d'avoir des investisseurs étrangers qui viennent avec un système d'exonération bien connu et qui mettent en place leurs infrastructures pour avoir nos minéraux. Et ces minéraux, au lieu d'être déportés à l'état brut, etc., on peut créer, n'est-ce pas, une sorte d'usine qui facilite la transformation et on met en place même des entreprises de commercialisation. Très bien. Et on gagne Oui. entre les différents pays qui participent véritablement à la création d'une telle entreprise. Et ça, c'est la vision. Et ça, c'est la vision. Mais il faut savoir défendre cela. Il faut savoir évaluer ce qui représente la valeur réelle de nos produits. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle bien, aux années 2000, on a beaucoup discuté sur la forêt. Et c'était connu que la moitié de la forêt africaine était congolaise. Lorsqu'il s'agissait de discuter pour demander n'est-ce pas, une contrepartie, avant la conférence de Paris, mais c'est très clair, les autorités de l'époque avaient demandé 1,5 milliard de dollars. C'est quelle sous-estimation quelle sous-estimation. Donc, il faut aller vers des calculs. Il y a des spécialistes sur toutes ces questions, etc., qui vont évaluer la valeur intrinsèque de ce qui représente nos matières premières, qui vont évaluer les degrés de rentabilité des différentes entreprises qui doivent être mises en place, et qui, visiblement, vont nous dire qu'on entre dans tel ou tel espace, au prorata de telle ou telle contribution, et nous pouvons avoir autant comme bénéfices, comme bonus. Voilà. Et si on arrive à ça, pourquoi pas? Combien d'entreprises américaines sont en Chine, mais qui enrichissent les Chinois et les Américains? Tu vois? Donc, nous pouvons, mais là, il ne faut pas montrer l'ignorance. Il faut vraiment faire le rappel des troupes de tous ces Congolais, même de l'expertise africaine qui a une maîtrise sur ces différentes questions et qui nous dit très clairement comment ce genre de deal fonctionne et pour nous permettre véritablement de signer quelque chose qui va être profitable pour le pays. Monsieur Norbert, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Une question, faudra-t-il admettre que avec la signature de cette déclaration de principe, la logique de la coexistence pacifique refait surface? C'est ça l'approche. Il faut cohabiter pacifiquement. On peut tout changer, on ne change pas la géographie. Rares sont des pays qui changent de frontières, qui changent d'adresse. On a besoin de rester avec le Rwanda, on a besoin de rester avec le Burundi. Les 9 pays frontaliers, on a besoin de rester dans l'harmonie, dans la mutualisation des efforts. On est africains. L'agenda 2063 voudrait que les Africains tous s'organisent pour la création d'un État africain. Mais les différentes régions, comme l'Afrique centrale, comme l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, etc., il faut qu'à chaque niveau d'atterrissage, on trouve une certaine organisation qui prépare, n'est-ce pas, l'Afrique de demain. Et donc, la perspective, c'est en 2063. Il faut se préparer aujourd'hui, dégonfler les tensions, désintoxiquer les émotions pour qu'on s'accepte mutuellement et qu'on crée des entreprises qui vont nous générer véritablement des ressources, des richesses. Et ces richesses peuvent être affectées dans les différents secteurs de la vie nationale. Très bien. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette magazine Synopsis. Je vous rappelle que nous avions reçu pour vous Norbert Yamba. Avec lui, nous avions donc abordé cette question de la signature de la déclaration de principe, mais nous sommes allés même à décompter, en fait, exposer l'origine de la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Au nom de l'équipe technique rédactionnelle de Canal Congo Télévision, je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision. Merci.